Alors justement, comme l'art dramatique c'est de la voix, vous avez déjà enregistré un certain nombre de textes que vous lisez et au fond faisant vivre des classiques. Quel conseil vous donneriez à un acteur qui se livrerait pour la première fois à ce genre de travail? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelques idées à faire avancer pour que le texte parle à celui qui l'écoute et non plus à celui qui le lit? Il y a deux sortes de conseils qu'il faut donner, je crois, à un jeune acteur qui aimerait lire à haute voix ou enregistrer des textes. Le premier conseil, très en amont, ce serait de lui dire lis, lis et relis. Je vois des acteurs, par exemple, qui ne savent pas bien lire. Ça ne veut pas dire qu'ils soient mauvais acteurs, mais ils ne savent pas bien lire. Alors, on pourrait se dire, ben, ça s'apprend. Non. Enfin, ça s'apprend, oui, bien sûr, tout s'apprend. Mais la meilleure manière d'apprendre, c'est lis une dizaine d'années, tous les livres qui te tombent sous la main, et alors tu sauras mieux lire à haute voix, premièrement. Parce qu'il faut un amour de la littérature, il faut une fréquentation, une accoutumance, un goût, un plaisir, et surtout déceler des différences. Moi, ce qui souvent me gêne chez les jeunes acteurs, et c'est ça le conseil que je donnerais, mais c'est un conseil étrange, parce que ce serait soit plus vieux, ça ne veut rien dire évidemment, non pas soit plus jeune, mais soit plus vieux, soit plus vieux devant le texte. Si par exemple j'ai à jouer, je ne sais pas, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, vous savez, voilà, le célèbre poème de Nerval. Et si je dis Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, si donc je suis loin, en retrait, vieux, vieux parce que, pas vieux d'âge, pas vieux d'âge civil, mais vieux parce que ce texte est usé en moi, je me suis usé devant lui. Je le connais, je le reconnais, je le re-reconnais, je le re-re-reconnais. Alors je risque de montrer à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas, écoute, regarde comme c'est beau. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Mais un jeune acteur va dire, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Il va croire qu'il faut mettre voilà, le prince d'Aquitaine à la tour. Voilà. Et du coup, on va dire, mais non, c'est dommage. Il faut caresser le texte. Il faut pas lui taper dessus. Eh bien, je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est essayer d'expliquer ce que tu dis, non pas d'expliquer, c'est pas le bon mot, mais essayer de faire goûter ce que tu dis à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas pour lui montrer à quel point c'est génial. Et forcément, cet acteur, dans ce cas-là, va vieillir, va se retirer, va surplomber la chose. C'est le premier conseil. Il y en a d'autres. Alors justement, on va venir aux autres, mais cet exercice d'admiration, il est possible chez des gens qui fréquentent la littérature et qui la fréquentent quotidiennement, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez l'impression que beaucoup d'acteurs le font, fréquentent cette littérature, ou bien alors qu'il faudrait réserver ces performances, pour les livres audio par exemple, à des comédiens suffisamment chevronnés, alors je vous rejoins avec le mot vieux, pour avoir vécu avec les livres qu'ils lisent. Parce que si on ne vit pas avec un livre, on ne le connaît pas. Entièrement d'accord. Je ne sais pas. Je pense que, comme toujours, il y a deux choses. Les jeunes acteurs sont moins forts que des plus anciens, en ce moment, et presque toujours, par définition, pour les raisons dont on vient de dire. Mais il existe aussi une petite partie de ces jeunes acteurs qui est aussi forte, sinon plus, que les plus anciens. C'est à ceux-là qu'il faut demander, mais pas aux autres, effectivement. Il y a un certain, non pas poujadisme, c'est pas le mot, mais enfin un certain anti-intellectualisme, un certain laxisme en tout cas devant l'intelligence, devant la pensée, devant la lecture donc de la plupart des gens de notre métier, hélas. J'ai essayé au conservatoire de lutter contre ça et je pense que d'une certaine manière j'y suis parvenu, enfin, on a gagné quelques batailles. Mais bon, mais je sais que ça existe et que c'est largement majoritaire. Pourtant, il y a une minorité de gens qui lisent sans cesse, qui sont des fous de littérature, des fous de sens, des fous de pensée, des fous de réflexion, d'analyse, de déconstruction. Et je pense que c'est à cela qu'il faut demander, oui. Mais c'est aussi, ce n'est pas qu'intellectuel, c'est aussi un plaisir sensuel. Ou plutôt, cette intellectualité-là est sensuelle. Vous dites fou de sens, fou de pensée, et je pense évidemment à ce que vous organisiez lorsque vous étiez le patron du théâtre de la Métaphore à Lille, et que dans ce théâtre, vous organisiez des discussions autour des pièces. Aujourd'hui, c'est de moins en moins à la mode. On peut dire qu'on ne réfléchit plus au sens investi dans une pièce, sauf quand on est un spectateur et qu'on échange avec sa voisine, ou qu'on échange avec quelques amis au retour d'un spectacle. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que quelqu'un qui voudrait lire un texte n'aurait pas intérêt à échanger avec autrui sur ce spectacle pour mieux en pénétrer le sens et la compréhension. Cela dit, vous êtes arrivé de mettre en scène des spectacles qui étaient dans l'immédiat, dans la modernité,
c'est pas ceux qui m'ont le plus plu, je vous le dis très franchement. Et quelquefois, c'était des spectacles où justement, on ne voyait pas tellement le sens aujourd'hui de la réalité. On savait que vous vous amusiez, mais le fait que vous vous amusiez ne nous aidait pas à comprendre le sens profond du spectacle. De toute manière, il faut s'amuser, hein, sinon ça ne marche pas, quoi qu'il arrive. Mais alors peut-être qu'on ne faisait que s'amuser, auquel cas vous auriez raison. Je dis vous auriez parce que je ne suis pas sûr que vous avez raison, mais bon, peu importe. Mais peu importe. Écoutez, non, là encore, je ne sais pas répondre décidément, parce que moi je pense que le théâtre n'existe que pour penser, que pour réfléchir, que pour rêver, ou en tout cas que pour créer quelques écarts, se déplacer. Ça ne veut pas dire ce que j'entends aussi, mais ce sont des formules incantatoires qui sont presque à l'envers le symptôme de leur négation. Ce sont des îlots de résistance, le théâtre c'est la résistance. Quelle résistance, franchement. Non, soyons sérieux. Ce sont de micro-déplacements. Mais du sens quand même, de la pensée quand même, de la réflexion quand même, de l'intelligence le plus possible quand même. Sauf que si vous dites qu'il faut beaucoup de discussions, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai envie de dire que les discussions, à condition que déjà on soit quelqu'un qui a envie de ça. Sinon, non. Ce qu'on appelle discussion aujourd'hui, c'est plutôt parler au lieu d'écouter. Moi, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui ne connaît pas le texte, c'est lisez-le une fois, et puis lisez-le même 2 fois, au moins 2. On n'a jamais lu quand on a lu une fois, il faut lire au minimum 2 fois. Ça, c'est lire, ça, c'est vraiment lire. C'est pour ça que l'audio me plaît, parce que ça peut se réécouter. Surtout quand on ne sait plus où on en était, quand on s'est arrêté, on recommence, et là, on réentend, et on réentend encore autrement. La première chose, donc, c'est lisez et relisez. La deuxième chose, oui, effectivement, c'est échanger, discuter, parler. C'est vrai que ça se fait moins en ce moment, ça se refera sans doute. Hein. Moi, j'ai essayé, oui, le plus possible de confronter les choses, mais il n'y a rien de plus insupportable que quelqu'un qui ne connaît pas le dossier et qui parle aussi fort, sinon plus, que quelqu'un qui le connaît. Donc les discussions, d'accord, mais il ne faut pas exagérer non plus. Il faut que ce soit dans un monde où on s'est déjà pénétré les choses. Non, relisez, c'est le seul conseil que je donnerais aux gens. Alors, dans le jury d'audiolivre, une des questions qu'on se pose tout le temps, c'est le rapport entre la voix de celui qui lit le texte et le contenu du texte. Moi, je suis toujours du côté du contenu du texte, pour ne rien vous cacher. Et j'ai du mal à mettre en valeur suffisamment l'importance de la voix, de la diction, de la compréhension par l'acteur, qui est là, par contre, essentielle. Et j'ai l'impression, si vous voulez, que l'essentiel est d'abord le contenu du texte. Quand on a un bon texte, même un mauvais acteur arrive à vous dire quelque chose. Absolument pas d'accord. Non. Non, d'abord parce qu'il y a des lecteurs, Terzieff, Bouquet, enfin quelques autres comme ça, c'est des anciens évidemment, des événements. Il y a des anciens qui sont capables de vous lire le bottin, comme on dit, et ça marche et on écoute fasciné. Donc non, c'est pas tout à fait vrai, d'une part. Et ce que vous appelez le contenu, c'est pas simplement le contenu, à mon avis, c'est tout le reste. Ce que je vous disais sur Je suis le ténébreux, le flamme consolé, c'est vrai de n'importe quel texte, à des degrés divers. Moi, je pense qu'il y a une façon, par exemple, de minimiser un mot. Je dis bien, surtout de le minimiser, c'est pas tellement le contraire. Le contraire, affirmer un mot, montrer qu'il est formidable et tout, c'est une chose, d'accord. Mais juste dire, oui, ça, ne l'entendez pas à 100%, entendez-le à 80%, à 60%, voilà, je glisse là-dessus, et hop, je repars ailleurs. Ou bien, cet art d'ouvrir des guillemets de différentes tailles. Ce mot-là, il faut le dire de manière importante. Ce mot-là, il faut le dire de manière relativement importante. Ce mot-là, c'est pas le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Faites la moitié du chemin, s'il vous plaît, avec moi, parce que je n'ai pas assez précisé. Ce mot-là, etc. Et ça, c'est pas le contenu du texte. Ça, c'est une façon de le transmettre, de le passer. Moi, je crois que lire à haute voix, pour le lecteur-spectateur, si j'ose dire, pour le lecteur-écouteur. C'est une lecture, donc une interprétation. C'est deux choses. C'est à la fois un pont, parce que le livre, c'est un objet. C'est un objet, c'est une forteresse imprenable. Un objet, comment voulez-vous que j'ai un rapport avec un objet? Moi, c'est un objet, c'est pas un homme ou une femme. Je ne sais pas, c'est même pas vivant, c'est même pas un animal. Je ne sais pas ce que c'est que cette chose-là. C'est une forteresse imprenable. L'écriture est imprenable. L'écriture, en plus, est infinie, c'est ce que je pense en tout cas. Elle est ouverte à tous les sens, et même à d'autres sens après tous les sens, encore d'autres sens, et encore et encore. Comment voulez-vous qu'on attrape cette chose-là? Mais il y a l'échelle humaine. Un homme, comme moi, donc comme moi lecteur, qui vient, qui a fait tout le travail, et qui fait le pont, qui fait le lien, mais qui fait le pont. Je peux, grâce à cet homme, entrer dans l'objet imprenable, dans la citadelle imprenable. Je trouve ça cet homme ou cette femme, je trouve ça formidable. Ça, c'est ce qu'il y a de positif. Ce qu'il y a de négatif, en revanche, c'est que quand je lis un livre, je le lis à mon rythme, dans ma tête à moi.
Si une phrase me paraît belle, je ralentis. Si une phrase me paraît moins importante, j'accélère. Tout ça inconsciemment. Si je lis le journal, je vais beaucoup plus vite que si je lis du Jacques Derrida. Enfin, voilà. Quand un lecteur qui n'est pas moi lit, il m'impose son rythme. C'est lui qui décide si c'est Le Monde ou si c'est Jacques Derrida. Et ça devient plus difficile, enfin. Hein. Et puis quand je lis, et qu'à un moment, mon esprit a dérapé, j'ai pas bien compris. Castantier, donc ça arrive, hein, on lit toute une page, et puis à la fin de la page, qu'est-ce que j'ai lu mes yeux ont suivi, mais moi, je n'y étais pas. Et on reprend. Là, on ne peut pas. Si on examine les œuvres qui ont compté pour vous, vous avez parlé de Derrida, mais moi je pense à Hélène Cixous, évidemment, dont vous avez été si proche, et dont le travail littéraire a une grande importance pour vous. Quand vous nous la faites lire, quand vous nous la communiquez, vous nous la faites lire à travers une interprétation au théâtre. Et souvent je me suis dit, quand je lis Hélène Cixous, je suis plongé dans des interprétations qui sont les miennes. Et quand j'entends Mesguich mettre en scène Hélène Cixous, j'ai l'impression d'être chez quelqu'un d'autre. Non pas du tout que vous trahissez Hélène Cixous, mais vous nous en donnez une interprétation, une traduction qui nous font, et la vôtre. Au théâtre. Dans laquelle vous êtes investi. Mais si je lis du Hélène Cixous, déjà beaucoup moins. Déjà beaucoup moins, parce que, encore une fois, la voix n'est pas une mise en scène, n'est pas du théâtre. Si je fais du théâtre, je peux être... Je vous disais tout à l'heure, il y a des acteurs qui sont très forts en lecture mais pas en jeu d'art dramatique, et l'inverse. Hein. Et vraiment, ça n'est pas automatique. De grands acteurs ne savent pas lire et vice-versa. Et peut-être, par exemple, que si je me dis, tiens, tu me passes le scène, s'il te plaît, ben, les gens vont dire, formidable, quel grand acteur, mais si j'ai à lire, je ne sais pas quel texte très lourd comme ça, c'est un autre métier, c'est une autre façon de faire. On croit que ce sont deux choses différentes, pour la raison que je viens de dire. Pourtant, si on surplombe de très haut, ou si on s'enfonce très profondément, on risque de se rendre compte que, au fond, c'était la même chose. Qu'est-ce que c'est que le théâtre? C'était, je prends le texte et je vous le prête, je vous le donne, je fais le pont, justement, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, un peu plus, je veux vous convaincre un peu plus, vous montrer un peu mieux ce que c'est encore. Et puis encore un peu plus. Et au bout d'un moment, je vais même peut-être pleurer, si c'est émouvant, pleurer à ce moment-là. Et puis à un moment, je vais aller jusqu'à, toujours avec le texte, simplement je vous le donne, je ne joue pas encore, il n'y a pas encore de mise en scène, il n'y a pas encore d'intonation. Pourtant, déjà, je vais lever la main, faire un geste. Voilà. Et au bout d'un moment, si on pousse plus loin ça s'appelle du théâtre. Et il y aura une interprétation. La lecture, c'est le degré zéro, en quelque sorte, du théâtre. Mais au fond, ce n'est pas essentiellement différent, malgré tout ce que je viens de dire. Parce que c'est déjà le début d'un pont. C'est déjà le début d'un pont, absolument. Merci Daniel Mesguich.